Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Toujours très heureux de vous retrouver. Les médias ont récemment couvert plusieurs questions du Moyen-Orient, dont je cite à titre d'exemple. Les Émirats arabes unis ont suspendu le mois dernier les discussions avec les États-Unis sur un gros contrat militaire de 23 milliards de dollars pour l'achat de chasseurs F-35, en protestant contre des conditions jugées trop strictes, sur fond de méfiance américaine à l'égard de la Chine. Huawei, and because of US restrictions on the use of the F-35 technology. Also in December, satellite imagery. Une image satellite en décembre dernier a montré que l'Arabie saoudite est en train de construire ses propres missiles balistiques avec l'aide de la Chine. Cette information a été considérée comme un signal d'alarme à Washington, car il s'agit, selon les États-Unis, d'une course aux armements dans la région. Plus important encore, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis auprès du président Biden, a informé les responsables israéliens, au cours de sa visite en Israël, de l'inquiétude des États-Unis concernant l'augmentation de la coopération israélo-chinoise. Il a été rapporté qu'Israël avait accepté de réévaluer ses accords avec la Chine, ce que les États-Unis considèrent comme une source de préoccupation. Cette nouvelle est une indication de l'escalade d'une tendance dans les relations internationales, selon laquelle il y a une augmentation de l'influence des opposants américains et une volonté de la part des alliés de l'Amérique, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, d'empiéter dessus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de ce que cette tendance signifie pour des pays comme le Maroc et d'autres qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité et leur croissance économique. Si on prend en compte l'échec américain quant à la protection de ses alliés en Irak, en Syrie et en Afghanistan, cela justifie-t-il le comportement des partenaires américains dans la recherche d'une alternative pour protéger leurs intérêts économiques et sécuritaires? Et si l'on regarde la politique étrangère américaine au cours des 20 dernières années, a-t-elle été caractérisée par des constantes qui se comptent? En fait, les États-Unis ont commencé à négocier avec l'Iran, puis sont passés à une pression maximale, puis sont revenus sur la voie des négociations. De plus, nous avons poussé nos forces en Irak et en Afghanistan, puis nous les avons retirées. En outre, certaines administrations américaines ont puni des pays alliés en ce qui concerne le dossier des droits de l'homme, comme l'Égypte et l'Arabie saoudite. Mais d'autres administrations ont ignoré le dossier des droits de l'homme de ces pays et les ont traités avec eux. Dans le même temps, la Chine et la Russie ont le désir et la volonté d'aider les partenaires américains, frustrés de ne pas recevoir une aide de la part de Washington. Pour discuter de tous ces aspects et faire le point sur ces dossiers, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Christine Pfottenrose, chercheuse à l'Atlantic Council à Washington, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales. Il s'intéresse également aux programmes fonctionnels liés à la sécurité régionale au Moyen-Orient. Pendant le mandat du président Trump, elle a été chef du département du Golfe au Conseil de sécurité nationale. Avant cela, elle a travaillé au département d'État américain où elle a mené des campagnes de lutte contre l'extrémisme au Moyen-Orient et en Afrique. Madame Christine Pfottenrose a également travaillé auparavant au commandement des opérations spéciales pour l'Afrique. Avant d'entamer la discussion avec vous, permettez-moi d'abord de commencer notre débat, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur, J.D. Gordon. J.D., vous avez travaillé auparavant dans l'administration du président Bush et vous avez également été conseiller des affaires étrangères lors de la campagne électorale du président Trump. Vous êtes donc la personne la mieux placée pour nous dire à quel point la politique étrangère américaine a changé avec le changement de parti au pouvoir. Pensez-vous que la Russie et la Chine surpassent les États-Unis en termes de fiabilité et de constance dans leur position? C'est une excellente question, Adam. Écoutez, je pense que les actes de la Russie et de la Chine sont facilement prévisibles, car elles placent toujours leurs intérêts internationaux au premier plan, contrairement aux États-Unis qui, au moins au cours des 10 dernières années, ont tendu la main à des pays comme l'Iran au détriment d'Israël. Je pense que les États-Unis se dirigent progressivement vers une orientation politique de gauche, ce qui aide des pays comme l'Iran et nuit à Israël. Je pense également qu'à l'époque du président Trump, ce dernier a su contenir cette tendance de gauche en imposant des sanctions sévères contre l'Iran et en ordonnant l'assassinat du général Qasem Soleimani, le commandant des forces Al-Quds.
Trump a également pu réunir un certain nombre de pays arabes pour établir de meilleures relations diplomatiques avec Israël, y compris le Royaume du Maroc. C'est ainsi que Trump a réussi à faire basculer les États-Unis vers la droite. Cependant, à long terme, je pense que les États-Unis sont à gauche. Il est important de reconnaître que nous sommes à un moment donné presque dans la télé-réalité en ce qui concerne la présidence américaine, où le président Trump et le président Biden font des déclarations qui ne sont pas factuelles et ils reviennent souvent pour corriger leurs déclarations ou adopter une approche différente. Lorsque j'étais un conseiller à la sécurité nationale sous le mandat de Donald Trump, ce dernier a déclaré qu'il voulait imposer l'interdiction d'entrée des musulmans sur le territoire américain. Cependant, le premier pays que le président Trump a visité était l'Arabie Saoudite, où il a dansé avec des épées en compagnie du monarque saoudien. L'interdiction s'est tournée vers l'imposition de restrictions sur l'immigration à plusieurs pays vers l'Amérique, dont la Corée du Nord et le Venezuela, qui ne sont pas des pays islamiques. En même temps, on a entendu des déclarations de Joe Biden qui sont très loin de la réalité, puis il revient et retire ses propos. C'est également le cas pour Trump. Ainsi, mon conseil aux pays qui traitent avec les États-Unis est de comprendre toutes ces questions et d'éviter de s'aligner sur les positions démocrates ou républicaines, car de nombreux républicains n'étaient pas d'accord avec Trump et de nombreux démocrates n'étaient pas d'accord avec Biden. Enfin, ils ne devraient jamais intervenir dans les élections américaines, comme c'était le cas avec la Russie et l'Ukraine. Très bien. Je vous remercie, Didi. Kirsten, j'aimerais vous poser la même question, mais sous un angle différent. Vous avez passé plusieurs années au sein du département chargé de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, au département d'État des États-Unis. Que pensez-vous de leur vision des États-Unis ? Excellente question, Adam. Écoutez, les Saoudiens et les Émiratis surveillent de très près la politique américaine. Ils se rendent compte qu'il y aura des élections dans une dizaine de mois au Congrès américain. Les Saoudiens et les Émiratis savent bien que les dirigeants de la Maison-Blanche prennent des décisions concernant le Moyen-Orient et ils connaissent également les membres du Conseil de sécurité nationale et les responsables du département d'État. Ils sont donc au fait de la prise de décision américaine. Et c'est pourquoi ils voient que les dirigeants américains actuels poursuivent la politique américaine qui a été mise à contribution à la fin des années 90 en ce qui concerne la région du Golfe. Ils considèrent donc que la stratégie des Américains à l'égard du Moyen-Orient à cette époque était conçue sans avoir de plan de perception, sans adopter non plus de politique étrangère aventureuse. Désormais, tout a changé alors que les États-Unis, eux, n'ont pas changé. En fait, la région du Golfe a ses propres options. Selon elle, les États-Unis n'ont pas réalisé cet état de fait et Washington croit toujours que le Moyen-Orient a plus besoin de Washington que Washington n'a besoin du Moyen-Orient. Ils ne sont pas d'accord là-dessus. Et comme disait Gigi, la Russie et la Chine manœuvrent de plus en plus au Moyen-Orient. Les pays du Golfe sont aussi motivés pour nouer cette alliance avec ces deux pays. Il faut ajouter que les pays du Golfe ne cessent de poser des questions du genre « l'Amérique est-elle présente dans la région ou non ?» Et dans la même veine, le président Biden a lui approuvé un contrat de maintenance d'armement avec l'Arabie Saoudite dont le montant pourrait atteindre 500 millions de dollars, tandis que le département d'État américain a lui revu la politique de vente d'armes conventionnelles de manière à la limiter. C'est ainsi que les pays du Golfe ont été convaincus d'en arriver à des alternatives. De ce fait, ils aspirent à une relation plus étroite avec Pékin, non seulement financièrement, mais aussi en termes de défense. En fait, nous observons clairement une certaine coopération chinoise avec l'Arabie Saoudite dans le domaine de la technologie de missiles. Les pays du Golfe cherchent, eux, à utiliser ces relations pour disposer de capacités défensives pour leur sécurité. Les États-Unis ont maintes fois demandé à ces pays de renforcer leurs capacités de défense au lieu de déployer ces forces américaines, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est la première fois que ces pays envisagent de produire des systèmes d'armes de défense nationaux. De plus, ils ont secrètement négocié avec l'Iran et ils ont entamé des relations plus étroites avec Pékin et Moscou dans de nombreux domaines. Les pays du Golfe ont commencé à assumer la responsabilité de leur propre défense en se concentrant désormais sur des plans scénarios de croissance, que celui-ci conduise ou non à la rupture avec les États-Unis. Oui, dans le prolongement de ce qui précède, vous avez soulevé quelques points intéressants.
Le premier est que les États-Unis ont toujours voulu que les pays du Moyen-Orient prennent une part du fardeau de la défense sur les États-Unis. Et lorsque ces pays ont commencé à assumer ce fardeau, à travers la coopération avec la Chine ou la Russie, les États-Unis se sont fâchés en déclarant que ces pays ne peuvent pas utiliser la technologie aéronautique américaine s'ils coopèrent avec la Russie et la Chine. Il s'agit d'ailleurs d'une contradiction au niveau de la position américaine. L'Arabie saoudite collabore avec la Chine pour développer des missiles balistiques. Et le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a fait venir des experts russes. Alors est-ce dangereux pour eux? Soyons clairs sur ce point, la Chine et la Russie sont une véritable menace, n'est-ce pas? Certes, la Chine et la Russie sont à égalité en tant que fournisseurs de systèmes de défense. Les deux pays sont satisfaits, ils vous vendent des armes et ils fournissent à vos ennemis les mêmes armes. Par conséquent, la Chine porte une grande responsabilité en ce qui concerne certaines escalades au Moyen-Orient parce qu'elle encourage et permet aux pays d'acheter des armes très sophistiquées. Et si vous envisagez d'acheter depuis la Chine ou si vous souhaitez vous en approcher, vous devrez supposer que vos ennemis recevront le même traitement. Oui, autrement dit, si les Émirats arabes unis achètent des armes américaines. Aux États-Unis, nous soutenons un seul côté. Dans ce cas, on ne vend pas nos armes à un pays qui peut les utiliser contre les Émirats arabes unis. Jamais. JD a soulevé un point intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec lui, lorsqu'il a souligné que nous sommes en train de vivre un basculement général de l'échiquier vers la gauche quant à la politique étrangère américaine. Christine, vous avez occupé auparavant des postes de responsabilité en ce qui concerne la politique étrangère dans les administrations républicaines et démocrates. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi un si grand changement a lieu dans la politique étrangère américaine. Si nous comparons par exemple les administrations Bush et Trump d'une part et les administrations Obama et Biden d'autre. Y a-t-il des constantes dans la politique étrangère américaine qui ne changent pas avec le changement d'administration? Chers téléspectateurs, nous allons prendre maintenant une petite pause. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, de retour pour la suite de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la politique étrangère américaine et ses implications pour nos alliés au Moyen-Orient. Avant la pause, j'ai demandé à notre invitée, Kerstin Pfotenrose, qui travaillait auparavant dans une administration républicaine et démocrate, pourquoi ce changement de politique étrangère américaine se produit avec le changement de parti à la tête du pouvoir. Et y a-t-il des constantes qui ne changent pas? Right now, what we're seeing is a little bit unprecedented. We have a president in power who represents one party. He is a centrist Democrat. Ce que nous voyons aujourd'hui est sans précédent. Le président Biden représente un parti, mais il tend vers le centre en tant que démocrate et vous trouverez beaucoup de républicains d'accord avec lui, notamment sur la politique étrangère. Mais Biden est sous pression et le camp d'extrême gauche aujourd'hui jouit d'une certaine influence sur la politique. De ce fait, Biden se retrouve contraint de faire des concessions au sein de son parti politique, en plus de négocier avec les républicains. Par conséquent, il est dans une situation très difficile, mais je pense que les États-Unis sont au centre aujourd'hui avec une tendance à droite sur les questions de sécurité, une tendance à gauche sur les questions sociales. En fait, le camp mentionné auparavant essaie de lier cette tendance aux questions de la politique étrangère. Oui. Cela est accepté par ceux qui ne vivent pas aux États-Unis. Oui, effectivement, et c'est illogique pour les acteurs externes. Et les questions tournent autour du lien entre la politique et les droits de l'homme, alors que les États-Unis n'y abordent pas du tout cette question. Nous voyons chez nous une politique étrangère qui reflète la politique intérieure du parti au pouvoir. Les États-Unis devraient régler leurs propres problèmes de droits humains et civils. Le reste du monde pense que si vous êtes incapable de traiter les droits de l'homme à l'intérieur des États-Unis, n'essayez pas de les promouvoir à l'étranger. En politique étrangère, vous verrez que la politique de Biden est largement cohérente avec celle de Trump
Si vous regardez la politique de Biden envers l'Iran, vous ne trouverez aucune différence. Biden a adopté une ligne dure qui veut que l'Iran agisse en premier et nous ne tolérerons aucune menace contre les Américains ni le développement de la capacité nucléaire de Téhéran. Nous avons également vu Biden ordonner des frappes aériennes ciblées en Syrie, en Irak, comme Trump le faisait contre les milices iraniennes. De plus, nous avons vu une pression de la part de Biden sur Pékin et une pression maximale sur Moscou également. En fait, les outils du président Biden pour atteindre les objectifs de sa politique étrangère peuvent être différents, mais la politique étrangère américaine pendant son règne n'a pas beaucoup changé, notamment au Moyen-Orient. Je suis curieux de savoir, vous étiez responsable de l'administration Trump. Cela peut avoir quelque chose à voir avec ce à quoi Chidi a fait référence, à savoir que la politique étrangère se déplace vers la gauche. Pensez-vous que l'administration Trump aurait pu être plus ferme avec la Russie sur l'Ukraine que l'est l'administration Biden? Je pense que oui, parce que Trump ressentait un réel mécontentement à l'égard de tout pays qui a invité les États-Unis à la table des négociations, en croyant à une faiblesse américaine. De nos jours, nous voyons que la Russie suppose que les États-Unis ne réagiront pas et nous voyons la même chose de la part de la Chine et de l'Iran. Ces pays pensent qu'il n'y a pas d'envie américaine de déclencher la guerre. Trump était également conscient de cela car il n'avait pas de désir américain de faire la guerre. L'alternative est peut-être d'utiliser la dissuasion. Alors Trump a utilisé l'expression suivante. L'option militaire est toujours prête à l'emploi et demandait au département de la Défense d'élaborer des plans d'urgence si le besoin se faisait sentir. Biden fait peut-être la même chose, mais nous n'entendons pas parler de cette dissuasion. Je parlais avec quelqu'un récemment qui m'a dit que Brian Hook, l'ancien représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, avait déclaré que sous l'administration Trump, nous avions des plans et une volonté de détruire l'Iran. Écoutez, un plan comme celui-là n'a jamais été mis sur le bureau du président. En fait, ce que les États-Unis font vraiment très bien, c'est de faire des plans. Nous avons des étagères pleines de plans d'urgence pour tout ce que vous pourriez imaginer, y compris une invasion qui vient de l'espace. Si vous travaillez au sein du département de la Défense, vous passez toute votre journée à planifier. Il y a donc toujours des plans à déterminer, mais ce à quoi nous sommes arrivés, c'est que si les événements se développent en Afghanistan ou en Irak, que se passera-t-il le lendemain? Il n'y a aucun problème avec la capacité supérieure des États-Unis militairement à renverser le régime d'un pays. Mais que se passera-t-il le lendemain? Oui, ce n'est pas un problème. Comment la prestation de service sera-t-elle préservée et qui aura la légitimité de remplacer le régime renversé? Les États-Unis ont appris de dures leçons ces dernières années. Alors, si vous n'avez pas le scénario bien établi, n'allez pas dans cette direction. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Trump aurait pu être en colère contre les actes de la Russie en Ukraine parce que Trump détestait que les autres supposent que l'Amérique est faible. De même, Biden faisait à peu près la même chose. En fait, plusieurs nations estiment que les États-Unis n'ont pas supporté la situation en Afghanistan jusqu'à la fin des combats. Comme la Russie l'a fait en Syrie, et que les États-Unis n'ont pas montré une force suffisante dans le conflit en Libye ou au Yémen. Alors ma question pour vous est la suivante. Je suis d'accord avec vous qu'il est dangereux de supposer la faiblesse des États-Unis. Mais les questions qui se posent sont: quelles sont les choses que les États-Unis défendent? Quelle est l'erreur que commettent les dirigeants des pays ou les dirigeants des organisations terroristes lorsqu'ils croient à la faiblesse des États-Unis? America will always defend Americans. So if you watch where America usually takes kinetic action, it's places where we have U.S. troops
Les États-Unis défendront toujours les Américains. Si vous observez les régions dans lesquelles les États-Unis ont fait un choix militaire, vous trouverez des forces américaines, des citoyens américains ou des intérêts américains à l'étranger. C'est ce que tout pays devrait faire. Ce que nos partenaires ont conclu, c'est qu'il y a une tendance à l'isolement à Washington qui va durer éternellement. Nous tenons des élections tous les 4 ans et nous avons un peuple qui ne vote pas sur la politique étrangère. De plus, un président américain ne sera pas élu sur la base de sa politique étrangère. Soit il résout les problèmes internes, soit il n'est pas élu. D'ailleurs, tous ceux qui font de la politique ici en sont conscients. Ainsi, nous voyons moins de ressources, moins de budget et moins d'acteurs en politique étrangère. Si j'étais à la place d'un dirigeant d'un pays étranger, j'essaierais de présenter mon cas de manière à ce qu'il affecte la situation intérieure américaine, afin que la question soit soulevée au niveau national, car les États-Unis ne se définissent plus comme les gendarmes du monde. La moitié des Américains croient que l'Amérique est toujours le gendarme du monde et ils veulent confirmer cet aspect de l'identité américaine. Mais de nos jours, les États-Unis sont en quête d'une identité alternative. Le défi pour les dirigeants d'autres pays est le suivant donc. Comment peuvent-ils faire en sorte que les problèmes sur lesquels ils veulent attirer l'attention de l'Amérique apparaissent comme importants pour les Américains parce que les États-Unis sont actuellement préoccupés par leurs problèmes internes et que le mieux qui puisse en résulter est une Amérique forte, capable d'aider les pays du monde à nouveau, après avoir passé le stade de la régénération. But we have to go through this period of kind of regrowth. And it's going to be tough for some of our partners. Très bien. Laissez-moi maintenant approfondir la discussion. Rentrons dans les détails. En Iran, nous avons essayé la confrontation et la pression maximale. Puis nous avons tenté des négociations pour suspendre le programme nucléaire. En Syrie, nous constatons que l'Iran et la Russie ont maintenu Bachar el-Assad au pouvoir, avec un nombre croissant de pays arabes qui ont envoyé des ambassadeurs à Damas. Au Yémen, les États-Unis n'ont pas apporté leur plein soutien à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, qui tentent d'empêcher les Houthis et les alliés de l'Iran de contrôler le pays. Et nous voyons également les mercenaires russes modifier l'équilibre des pouvoirs en Libye, au Mali et dans d'autres régions africaines. D'autant plus, nous voyons que dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, la Chine est en train de construire des ports, des réseaux de communication et des centrales électriques, qui sont tous considérés comme des questions de sécurité nationale pour ce pays. Donc si nous prenons en considération tout ce qui précède, les États-Unis ont-ils un plan efficace pour affronter leurs adversaires et protéger leurs intérêts? Ou l'Amérique ne peut pas réagir parce qu'elle est captive de son système politique, dans lequel des élections ont lieu tous les 4 ans et qu'elle ne peut pas avoir des plans à long terme, contrairement à la Chine et à la Russie, où le régime politique ne change pas beaucoup. Comment les États-Unis peuvent-ils gérer ce fossé causé par leur régime politique? Écoutez, ce que fait l'administration Biden, c'est de contrôler les dégâts. L'administration Biden voit des incendies brûler au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde et dit que le mieux que l'on puisse faire est de les contenir afin que les choses puissent revenir à la normale. L'administration Biden s'adresse à d'autres partenaires tels que l'OTAN, l'Europe et les États du Golfe avec une question sur la manière dont ils aident l'Amérique à résoudre ces problèmes. Et pourquoi Washington est responsable de ce qui se passe en Libye ou en Syrie alors qu'ils ne sont pas à nos frontières. Ainsi, nous voulons que nos partenaires assument de plus grandes responsabilités. Par exemple, en Libye, l'Europe a porté le fardeau car l'Allemagne essaie de jouer un rôle de premier plan. Et nous avons vu la Russie et la Chine jouer un rôle similaire, ce qui a poussé les États-Unis à dire que nous avons demandé un rôle européen. Nous ne parlions pas de la Russie. C'est ainsi que les États-Unis doivent maintenant réévaluer ce que signifie l'engagement américain et cela n'arrivera pas de sitôt. Nous demandons toujours le partage des charges avec d'autres, mais pourquoi la Russie seule devrait-elle répondre à cet appel? Où sont les États du Golfe, au Liban et en Syrie? Pourquoi les clameurs sur la Libye augmentent-elles sans la présence d'un acteur quant à la solution? En fait, l'absence des États-Unis ne signifie pas qu'il s'agit de la seule solution. Pourquoi les autres pays dans le monde ne portent-ils pas leur part du fardeau? Je pense que ce qui manque aujourd'hui à la politique étrangère américaine, c'est une perception positive du Moyen-Orient.
À cet égard, plusieurs questions se posent. Où est la perception positive de la région? Où est la portée de la coopération américaine dans la région, comme les industries de défense locales sur lesquelles les secteurs du Parti démocrate ne s'aligneront pas? Et pourquoi, enfin, par exemple, l'Amérique ne fait-elle pas de la région du Moyen-Orient une pionnière de l'énergie propre? D'ailleurs, il reste suffisamment de temps pour que l'administration Biden propose un plan d'action avec le Moyen-Orient, un plan que nous n'avons pas encore vu. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette discussion. Nous pouvons conclure de cette analyse pertinente qu'il y a une certaine exagération dans ce que certains affirment à propos de la faiblesse des États-Unis. Et il y a aussi une exagération quant à la force de la Chine et de la Russie. En fait, la taille de l'économie russe est à peu près équivalente à celle de l'Espagne. Et Vladimir Poutine est de plus en plus sujet de faiblesse et d'isolement international à cause de ses actes. De plus, la Chine est également inquiète de ce qui s'y passe, tout comme les États-Unis. Et ces derniers ont des obligations imposées par leurs intérêts à recourir à la force pour se défendre et défendre leurs alliés, même s'il semble le contraire. À la fin de cet épisode, je tiens à remercier mon invité, Madame Kirsten Fontenrose, et je remercie également notre chroniqueur, Gigi Gordon. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine.